Bonjour, mon nom est Guillaume Pomerleau, enseignant en dessin industriel au CIMIC. Dans le cadre de Sciences en action, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de certaines notions, applications ou mécanismes qui se retrouvent dans nos cours et qui pourraient être utiles pour vous là, en rapport avec vos cours de technologie au secondaire. Donc, dans le fond, je vais essayer d'apporter des exemples concrets afin d'enrichir les notions que vous avez vues lors de vos cours. Je débuterai premièrement par une question ou deux. C'est quoi pour vous le dessin industriel? Donc, ça fait quoi un dessinateur ou une dessinatrice industrielle? J'ai sorti, comme vous voyez à l'écran ici, selon le site Métiers d'avenir, que fait un dessinateur ou une dessinatrice? En gros, ça élabore des croquis, ça fait des esquisses, mais surtout des plans de machines, des mécanismes de toutes sortes qu'on dessine, évidemment, en 2020, sur ordinateur, le plus souvent en 2 dimensions et en 3 dimensions avec les logiciels appropriés. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être un bon dessinateur? Donc, il faut être minutieux, ce que j'appelle le souci du détail. Bien évidemment, il y a l'autonomie, sens de l'observation, persévérance. Mais je dirais avoir et développer une bonne perception spatiale. Donc, tout de suite, je vais débuter avec des exemples que nos étudiants font dans le cadre du cours. Vous allez sûrement découvrir, mais je dirais plutôt reconnaître certaines choses que vous avez vues. Par exemple, ce premier exemple-ci, j'ai un assemblage, c'est un axe de scie, dans lequel les dessinateurs vont tout d'abord dessiner chacune des pièces pour pouvoir les assembler. Donc, ce premier exemple-ci, c'est pour vous montrer le détail de pièces. Tout d'abord, je vais vous passer une petite vidéo très rapide, juste pour voir qu'est-ce que ça fait, cet assemblage-là, concrètement. Donc, on voit une machine dans laquelle passe du bois et qui est découpée là, par les scies, l'assemblage que je vous montrais précédemment. Donc, qu'est-ce que le dessinateur va faire? Une fois après avoir fait la pièce en 3 dimensions avec un logiciel, il va faire une mise en plan, un détail dans le fond, venir détailler la pièce qui est à fabriquer. Vous reconnaissez sans doute certaines vues. Donc, quand on parle des vues de profil, vues d'élévation, ces choses-là, des vues isométriques, parfois des vues en coupe, comme ici, et même des vues agrandies ou des vues de détail afin de bien visualiser là, les différentes informations. Donc, ce plan-là est fait pour que ça soit réalisé par un machiniste. Donc, il y a un jargon, il y a un certain langage. Ici, vous voyez des dimensions sur les plans là, pour qu'on puisse se parler et se comprendre. Comme deuxième exemple, j'ai une autre machine. On voit encore du bois passer à l'intérieur. Et je vais m'attarder cette fois-ci à un assemblage qui va faire les plats sur le bois, qui est fait avec ces gros couteaux ici pour découper les bio qui passent et faire des copeaux. Donc, cet assemblage-là, si je reviens en image, j'ai sorti jusqu'à ce qui m'intéressait, donc la motorisation avec, vous voyez, les poulies courroies pour entraîner, par exemple, si je viens focusser sur ce montage-ci. Donc, ce montage-ci, par exemple, ce serait la job ou le travail du dessinateur d'assembler les pièces. Donc, pour communiquer l'information à l'assembleur, il va faire une mise en plan, encore une fois, de cet assemblage-ci. Donc, vous reconnaissez sur ce plan d'assemblage une nomenclature, donc un paquet d'informations sur toutes les pièces qu'on retrouve dans l'assemblage. Ça débute généralement par un numéro de bulle ou de ballon pour être capable d'identifier chacune des pièces. Et on retrouve plein d'informations comme le numéro de la pièce, la description des matériaux, etc., etc. Donc, une fois qu'on est conscient de tout ça, ça nous permet d'aller voir les différentes vues pour observer ce qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, c'est la position de chaque pièce dans l'assemblage. Donc, on voit qu'une vue en coupe est très importante sur ce genre de plan-là. Des vues de détail, encore une fois, pour bien voir à l'intérieur. Et ce que vous êtes habitué aussi à voir, si je vais sur une deuxième feuille,
donc un plan avec une vue éclatée. Donc, qui nous permet de voir le positionnement de chaque pièce, l'ordre d'assemblage des pièces et de pouvoir, dans le fond, bien les identifier encore une fois. Je terminerai avec un dernier exemple. Je vais me servir du logiciel ici, SolidWorks. Imaginons qu'on a un petit convoyeur qui déplace des boîtes ici sur une courroie. Donc, un autre intervenant avec lequel on travaille souvent en tant que dessinateur, en plus du machiniste, comme j'ai dit, en plus de l'assembleur, du mécanicien industriel, ben, on a des soudeurs. Donc, le soudeur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de venir souder cette structure-là qu'on appelle le bâti de machine. Et donc, le dessinateur devra encore une fois fournir un plan, comme par exemple celui-ci, qui serait fait sur un papier de grande taille. C'est pour ça que ça a l'air si petit. Mais on retrouve toujours une nomenclature pour bien savoir c'est quoi tous les morceaux de métal ou les morceaux d'acier qui seront utilisés. Et encore une fois, des dimensions pour positionner chaque pièce correctement. Et vu qu'on communique avec le soudeur, ben, on va retrouver des symboles de soudage. Donc, c'est les trois exemples de plans qu'on retrouve le plus souvent là, au niveau de l'industrie. Plans de détail de pièces, d'assemblage, des bâtis de machines et bien d'autres choses. Maintenant, je vais focusser sur des notions que vous connaissez, que vous avez vues dans vos cours, mais qui est très important de bien maîtriser lorsqu'on fait, dans le fond, l'analyse de mécanismes. Donc, quand on prend un assemblage et on étudie les pièces, l'interaction entre les pièces, on cherche à savoir c'est quoi les caractéristiques des liaisons qu'on retrouve entre deux pièces, en particulier dans un assemblage. Donc, je vais commencer par vous lister, vous énumérer ces différentes caractéristiques, puis ensuite, plus tard, dans des exemples de mécanismes, on pourra aller les décrire. Donc, je me suis servi du site que vous connaissez bien, donc Alloprof, pour aller chercher différents exemples. Première caractéristique qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la liaison entre les pièces, elle est directe ou indirecte? Donc, si elle est directe, c'est que les deux pièces vont se tenir ensemble tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'aide, dans le fond, d'organes de liaison, qui serait, dans le fond, si on retrouve ces organes-là, une liaison indirecte. Par exemple, le plus souvent dans des assemblages, on va retrouver des vis, des goupilles, des choses comme ça qui vont servir à tenir nos pièces dans le mécanisme. Comme exemple, je pourrais vous donner sur le site ici, on voit un stylo. Ben, on sait bien que le capuchon, si on l'entre sur le corps du stylo, ben, il va tenir tout seul, il n'y a pas besoin de la participation d'un autre organe de liaison. Tandis que si j'essaie d'assembler une jante ici, pour la faire tenir sur la pièce qui doit la tenir, dans le fond, cette jante-là, ben, j'ai besoin de boulons, donc de vis, d'écrous, pour que ça tienne ensemble. La deuxième caractéristique, ce serait est-ce que la liaison elle est rigide ou élastique? Donc, si elle est rigide, c'est qu'il n'y a pas de déformation de pièce ou je n'utilise pas, dans le fond, d'éléments élastiques comme un ressort. Et, comme je disais, si je n'ai pas de matériaux élastiques comme du caoutchouc, par exemple, donc ça va être rigide. Sinon, on dit que la liaison elle est élastique. Exemple, on connaît tous ici des petites épingles. Donc, si j'ai la présence d'un organe de liaison élastique, un petit ressort ici qui va tenir les pièces et qui va qui va me permettre d'ouvrir et de refermer la pince. Donc, ça serait le parfait exemple d'une liaison élastique, tandis que si les pièces se tiennent tout seules, comme ici, qu'ils soient vissées, collées ou autres, donc les pattes sur la table, c'est une liaison qui est rigide. Troisième caractéristique, est-ce que la liaison, elle est démontable ou indémontable? Donc, si je suis capable de désassembler et d'assembler les pièces plusieurs fois, sans les briser, sans les endommager, ben, c'est que la liaison, elle est démontable. Par contre, dans d'autres cas où je suis obligé de briser, si je vais vous montrer un exemple tout de suite, comme ici avec des rivets, si j'assemble des tôles et si j'avais besoin de démonter ces tôles-là, donc je n'ai pas d'autre choix que de briser l'organe de liaison qui est le rivet,
Dans ces cas-là, c'est des liaisons indémontables. Dernière caractéristique, est-ce que la liaison elle est complète ou totale ou partielle? Donc, si elle est complète, c'est qu'il n'y a pas de mouvement entre les pièces. Donc, je n'ai pas de degré de liberté entre les deux pièces qu'on analyse. Sinon, s'il y a un mouvement quelconque, on va parler à ce moment-là de translation, de rotation. Ça va être une liaison partielle. Comme exemple, si j'ai un tournevis, donc le tournevis avec le manche est entré serré dedans, ça ne bouge pas entre les deux pièces, c'est une liaison complète. Tandis que si j'ai les deux parties ici du ciseau qui sont reliées par une genre de pin ou de goupille au centre, comme on sait, les deux parties du ciseau peuvent tourner, donc il y a une rotation possible, c'est une liaison partielle. Donc, ça fait le tour des caractéristiques des liaisons. Dans tous les mécanismes, vous pourriez être appelé à décrire ces liaisons-là. Maintenant, je vais vous montrer certains exemples. Tout d'abord, pas un convoyeur, mais la butée. Si je débute avec le plan d'une butée, je vais commencer par, encore une fois, vous parler du plan général. Donc, on retrouve une nomenclature sur tous les plans que vous avez normalement dans vos exercices ou que ce soit même jusqu'à l'examen final. Vous avez, pour décrire les pièces, pour les identifier, toujours ces notions-là qu'on a vues tout à l'heure, là, de ballon, de numéro de pièce. Donc, pour bien identifier quand vous allez décrire comment fonctionne le mécanisme. Vous avez les vues en plus, évidemment, là, pour comprendre ce qui se passe, des vues en coupe, voir les pièces et la fameuse vue éclatée. Souvent, ils vont vous donner une vidéo. Je vais faire l'animation ici avec le logiciel. Je vais aller chercher mon mécanisme. Donc, ce qu'ils vont faire souvent, c'est une genre de vidéo où on voit l'assemblage et le désassemblage des différentes pièces pour voir comment est monté le mécanisme. Donc, on peut aller dans un sens ou l'autre. Ça va vous permettre de bien comprendre. Puis, ensuite de ça, moi, grâce au logiciel, je suis capable d'aller simuler comme si j'avais l'objet réellement entre les mains. Donc, le but de ce mécanisme-là, ça le dit, c'est une butée. La butée qui est en rouge ici. Donc, si j'ai besoin d'arrêter un autre élément qu'on ne voit pas, là, qui serait dans la machine, je pourrais tourner la vis. Évidemment, j'ai un petit pas de vis. Il faut que je tourne longtemps pour que, je vais le faire manuellement ici, pour vous montrer que si je serre ou que si je dévisse, la pine va monter et pourrait stopper éventuellement là, un autre objet. Donc, vous, quand vous allez vous allez décrire ces mécanismes-là, il faut que vous vous serviez évidemment des termes techniques que vous avez vus dans vos cours, comme par exemple parler du guidage qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, je vais le mettre en coupe pour voir encore mieux. Donc, il y a un guidage ici grâce à la liaison hélicoïdale, donc les filets avec la vis. Donc, quand j'ai une rotation de ma vis, ça va permettre une translation de mon élément ici qui était vert, qui va venir pousser sur la pine pour, encore une fois, faire une translation et jouer le rôle qui était prévu pour elle, donc d'arrêter peut-être un autre objet. Ensuite de ça, si je retourne ici, donc vous voyez certains termes techniques, comme je vous disais, quand vous allez décrire vos mécanismes. Donc, parler des différents guidages qu'on retrouve à l'intérieur. Vous pouvez également, je l'avais sur l'autre feuille, vous voyez le nom ici, mécanisme irréversible. Donc, ça, c'est souvent une des questions qu'ils peuvent vous poser. Est-ce que le mécanisme, dans le fond, je peux l'entraîner toujours dans un seul sens ou je pourrais faire fonctionner ce mécanisme-là à l'envers? Donc ici, c'est impossible de faire fonctionner le mécanisme à l'envers, c'est-à-dire que même si j'avais toutes les bonnes intentions du monde puis je poussais sur la pine ici, je ne serais pas capable de faire tourner la vis à l'autre bout. Donc dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle un mécanisme ou un mouvement qui est irréversible. Maintenant,
je vais y aller avec un deuxième exemple. Un petit moteur à air que le CIMIC avait fourni pour toutes les polyvalentes là, v'là quelques années. Peut-être vous l'avez déjà vu passer dans vos cours. Donc, je débute toujours par montrer le mécanisme. Donc, je vais me servir d'une impression 3D qu'on avait fait. Donc, si je bouge, vous voyez la roue d'inertie ici, bien, je vais voir les composantes se déplacer. Et là, je posais la question, généralement, bien, ça fait référence à quel mécanisme, qu'est-ce qu'on voit ici. Donc, les pièces qui sont en interaction, généralement, les étudiants identifient assez facilement ce que c'est. Donc, oui, c'est un mécanisme bielle-manivelle. Donc, comment ça fonctionne? Encore une fois, je vais vous montrer une petite vidéo de l'objet d'un prototype qui avait été fait. Donc, le vrai sens d'utilisation, c'est de fournir de l'air dans le cylindre, comme on voit avec le petit tube ici, qui va faire déplacer le piston à l'intérieur et là, tout le mouvement va s'enchaîner au niveau de la bielle, la manivelle et la roue va se mettre à tourner. Donc, évidemment, vous, si vous demande de décrire comment fonctionne le mécanisme, bien, il va falloir utiliser des termes peut-être un petit peu plus techniques que qu'est-ce que je viens de dire. C'est pour ça que vous allez devoir utiliser des termes comme des rotations, des translations, des transformations de mouvement, etc. Donc, si on y va ici en faisant bouger le mécanisme, on voit que lorsque l'air va entrer, ça va faire descendre le piston comme je fais présentement. Une fois rendu en bas, bien, tout le mouvement a été transféré à la bielle, à la manivelle, jusqu'à ma roue d'inertie complètement à la sortie ici. Donc ça a accumulé de l'énergie en tournant et ça permet, dans le fond, au piston de remonter et de faire sortir l'air par l'autre trou là, qui est en haut ici. Et évidemment, tant que je vais lui fournir de l'air à ce mécanisme-là, bien, il va tourner. Et il pourrait entraîner, dans le fond, ici, c'est seulement une roue d'inertie, mais ça pourrait être une poulie qui entraînerait, dans le fond, un autre mécanisme ou une petite machine, etc. Donc, si je vais au niveau de mon plan ici, ce mécanisme-là, bielle-manivelle, c'est un mécanisme qui est irréversible. Vous l'avez vu autant sur l'animation que sur mon modèle 3D ici. C'est que je peux entraîner le mécanisme à partir de ma roue, qui est ma sortie généralement, quand on sait que normalement, bien, ça va débuter ici, l'entrée d'air, et le mécanisme va tourner dans le bon sens. Donc ça, c'est un mécanisme qui est irréversible parce qu'on pourrait, dans le fond, l'entraîner dans un sens ou dans l'autre. Donc vous, si jamais on vous demande de décrire ce qu'est un mécanisme bielle-manivelle, bien, il faut essayer justement de mettre ces différents termes-là de l'avant. Donc, il faut dire que le mécanisme permet la transformation de façon réversible du mouvement, par exemple, de translation de la bielle à l'intérieur du cylindre, en un mouvement de rotation de la manivelle, qui, elle, bien, on pourrait poursuivre, va entraîner l'arbre de transmission, etc., etc. Donc, il y a différentes façons de le dire, mais il faut essayer d'utiliser ces bons termes techniques-là. Ensuite, je vais retourner à mon plan. On avait dit qu'on parlerait des différentes caractéristiques de liaison. Donc, j'ai sorti, en mettant en transparence tout mon assemblage, j'ai mis de l'avant 2 pièces en particulier à l'intérieur ici. Donc, j'ai ma manivelle dans laquelle est fixée solidement grâce à des filets qui sont au bout ici de l'axe de liaison. Donc, si j'analyse ces 2 pièces-là, comme les 2 pièces se tiennent toutes seules, ils n'ont pas besoin d'un autre élément, c'est une liaison qui est directe. Elle est rigide parce qu'il n'y a pas de déformation, il n'y a pas d'éléments élastiques externes, donc c'est rigide. C'est démontable. Il y a une partie qui est vissée, donc c'est justement prévu pour être assemblé et déassemblé, donc c'est démontable. Et c'est une liaison aussi qui est complète. Donc il n'y a pas, au niveau de complet ici, il n'y a pas de mouvement, si on veut, entre les 2 pièces, si on analyse seulement ces 2 pièces-là. Donc, s'il n'y a pas de mouvement entre elles, c'est une liaison qui est complète.
Comme deuxième exemple, je ne me déplace pas très loin. J'ai pris la même pièce de liaison, mais cette fois-ci avec la bielle. Donc, je vais aller vous illustrer dans quelques instants, là, juste pour qu'on comprenne bien ici qu'il y a un jeu entre les deux pièces, un très léger jeu qui va permettre, dans le fond, à l'axe de tourner. Si je focus là-dessus. Donc, quand j'entraîne mon système, quand la manivelle tourne, qu'est-ce qu'on ne voit pas très bien, là, ça prendrait comme une croix ici, on verrait que quand la manivelle fait un tour, bien évidemment, l'axe ici, lui, tourne également. Il va faire un tour complet sur lui-même à l'intérieur du trou qu'il y a dans la bielle, lors d'un tour complet. Donc, en faisant ça, si on analyse les différentes caractéristiques, bien, c'est encore direct. Les deux pièces se tiennent dans le mécanisme toutes seules. C'est rigide, il n'y a pas d'élément élastique. C'est démontable. Comme on vient de voir, on peut assembler les pièces et les remonter. Vu qu'il y a un jeu, il n'y a pas de serrage ici. Et cette fois-ci, c'est une liaison qui est partielle. Pourquoi? Parce que, justement, il y a un mouvement de rotation de mon axe par rapport au trou ici de la bielle en opération. Donc ça nous donne un guidage en rotation. Comme le temps file, je vais aller tout de suite au dernier exemple. J'en ai un tout dernier pour analyser ici les caractéristiques. Donc si je prends le plateau qui tient le cylindre, ce plateau-là, justement, lui, est soutenu par deux tubes. Donc si je fais l'analyse de mon plateau avec un des tubes, on voit que cette fois-ci, j'ai une troisième pièce qui va entrer en interaction pour que les deux pièces se tiennent. Donc, de ce fait, vu que j'ai une pièce de liaison, un organe de liaison, c'est une liaison indirecte. C'est rigide, donc je n'ai pas d'élément élastique, il n'y a rien qui se déforme. C'est démontable, c'est le but d'utiliser une vis. Et c'est une liaison complète parce qu'une fois la vis bien serrée, bien, il n'y a rien qui bouge entre nos trois pièces. Donc ça, c'est le genre d'analyse que vous pourriez faire au niveau des caractéristiques des liaisons, qui est une partie importante, qui est tout le temps demandée là, généralement lors des tests. Comme troisième exemple maintenant, je vais partir d'une petite vidéo. Donc, un système qu'on connaît bien, mais qui est assez complexe. Donc ici, j'ai l'intérieur d'un moteur à combustion. Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? C'est j'ai un axe ici qui entraîne des cames. Donc, le troisième élément qui entre dans vos mécanismes, ça peut être des cames. Donc, je vais laisser dérouler la vidéo. Donc, si on regarde l'interaction de la came, on voit qu'elle pousse sur d'autres pièces à un moment bien précis. Donc, on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, on voit, ça vient appuyer sur une tige. Et cette tige-là, ben, c'est ce qu'on appelle communément là, la soupape. Donc, il faut que ça soit bien synchronisé, évidemment. Le mouvement de la soupape, il faut qu'il ouvre dans le bon temps pour, évidemment, laisser entrer, par exemple, l'air, l'essence, rejeter les gaz à la fin du cycle, des choses comme ça. Donc, la came, sa forme, elle a une grande importance et aussi sa position dans tout le processus, quand est-ce qu'elle va pousser sur les différentes tiges. Donc, j'ai des exemples plus simples qu'on pourrait peut-être vous demander. J'ai illustré ici le phénomène, on voit la forme de la came qui va pousser dans le fond sur notre tige, qui pourrait être n'importe quoi, une soupape ou d'autres choses. Donc, quand on tourne, je vais me placer comme ceci, la came, on voit que la tige, elle, il y aurait des ressorts, évidemment, qui pousseraient sur la tige pour toujours être en contact avec la came. Mais qu'est-ce qu'on remarque de particulier dans le mouvement, si je m'approche, c'est que en tout temps, lorsque ma tige est appuyée sur le cercle ici, donc quand je suis sur un cercle qui est toujours, évidemment, à la même distance de mon centre de rotation, ben, c'est le point de repos. On voit que la tige ne bouge pas, la tige violacée. Donc, elle ne bouge pas, elle est au point mort. Tandis que quand je vais m'éloigner de ce fameux cercle-là, on voit que là, c'est là qu'on va avoir une montée, donc un déplacement de la tige.
Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre dans le système de cam. Puis, parfois, on peut même vous parler d'excentrique quand on parle des cams. Donc, de la même façon, si j'ai un cercle, cette fois-ci, au lieu d'une forme d'œuf, ben, si le cercle sur lequel s'appuie ma tige n'est pas centré sur mon axe de rotation qu'on avait en bas, ben, ça fait le même phénomène de cam, donc un excentrique va faire déplacer, si je recule ici, vous voyez l'élément ou la tige violacée va monter et descendre. Donc, au niveau des cams, si je vais faire l'analyse maintenant, l'explication du mécanisme. Donc, un système de cam, comme vous voyez, c'est un système irréversible. Très important de savoir ça. Pourquoi? C'est que tout est basé sur la forme de la cam pour donner, dans le fond, le mouvement à une tige ou à un autre objet. Dépendamment de sa forme, ça va faire un certain déplacement dans un temps donné. Par contre, je ne peux pas dire que je vais venir pousser sur la tige et que ça va faire tourner la cam. Donc ça, c'est impossible. C'est pour ça que le système est jugé ici irréversible. Si j'explique le mécanisme avec les termes techniques, donc je vais dire que ce mécanisme-là permet la transformation d'un mouvement rotatif à partir du profil de la cam, peu importe ce qu'il est, donc sa forme extérieure, et va créer, dans le fond, un déplacement linéaire de ma tige ou d'un autre objet. En d'autres mots, ça transforme le mouvement de rotation de ma cam en un mouvement de translation, un mouvement de va-et-vient là, de la tige poussoir, si je reviens à ma tige, comme dans le cas ici, ou à l'intérieur là, du moteur à combustion qu'on avait tout à l'heure. Un exemple concret que vous avez peut-être vu dans votre cours et qui avait été, je dirais même, demandé dans un examen, vous voyez faire le lien, ça peut être, au lieu d'expliquer tout ça, ils peuvent vous demander de le dessiner. Donc, au lieu d'une soupape, ici, on a pris une genre de tulipe qui accotait sur une cam et ils vous demandaient, ils nous donnaient l'image de gauche et ils demandaient de dessiner la forme de la cam sur l'image de droite qui permettrait, dans le fond, à ma tige de pouvoir avoir une montée ou un déplacement qui va être 2 fois plus petit que celui qu'on avait au départ sur l'image de gauche et qui me permettrait aussi d'avoir une position de ma tige qui va être 2 fois plus basse, toujours que celle de départ, celle de gauche. Donc, on avait le dessin qui était à gauche, on avait notre centre de rotation qu'on pouvait venir placer, et c'est là qu'il fallait comprendre comment fonctionne la cam. Donc, si on analyse le dessin de gauche, on sait que si on est centré sur notre axe de rotation, ce cercle-ci, ça va être notre point le plus bas de la cam et ça ne bougera pas tant qu'on va être sur le cercle, donc sur la partie ici à l'extérieur. Dès que je vais m'éloigner de ce cercle-là, donc sur la forme ici de l'œuf, ben c'est ça qui va donner la montée de la tige. Donc, j'avais juste, grâce au papier quadrillé, donc j'avais une montée de 2 carreaux, donc 1, 2. C'est-à-dire que sur mon dessin à droite, ben, je vais m'organiser qu'à partir de mon cercle que je vais dessiner, ben, je vais monter seulement d'1 carreau. Donc, on demandait d'avoir un déplacement 2 fois moins grand. Et si on voulait que la tige descende 2 fois plus bas que celui de gauche, donc on vérifiait notre cercle, à quelle hauteur il arrive par rapport au centre de rotation, on était encore une fois à 2 carreaux de haut. Donc, il fallait que je dessine un cercle à partir du centre de rotation qui avait un rayon ou une hauteur de un seul carreau. Donc, il suffisait juste de dessiner cette cam-là, peu importe sa position, s'il respectait ce qu'on vient de dire, les 2 hauteurs d'un carreau, et de venir accoter notre tige ensuite directement sur la cam. Donc, quelqu'un qui comprend bien le principe des cams va être capable de dessiner ou de l'expliquer juste par la forme d'un dessin comme ici. Le quatrième exemple que je veux vous apporter, dans le fond, c'est
les éléments de transmission. Je vais encore une fois apporter une petite vidéo. Puis, donc, tous les éléments de transmission, souvent, vous allez voir, sont entraînés ici dans mon montage par un moteur électrique. Donc, des éléments de transmission, ça dit ça transmet un mouvement donc, et des couples. Donc, ici, le premier élément de transmission que j'ai dans ma petite vidéo, ben, c'est des poulies avec une courroie. Si on continue, bien, on va rencontrer différentes boîtes de transmission ou réducteurs de vitesse. Comme ici, on a une boîte qui va changer l'axe de rotation. Donc, on va changer à 90 degrés notre axe de rotation. Il pourrait même changer aussi la vitesse, dépendamment des engrenages à l'intérieur. J'ai d'autres éléments, encore une fois, ici, pour changer les axes de direction. Et j'ai un réducteur de vitesse dans lequel se trouvent des engrenages, qu'on va regarder tout à l'heure. J'ai évidemment, pour que le mouvement se transmette, des accouplements ici entre les différents axes. Un autre élément qui permet aussi de avoir une transmission de mouvement, c'est des sprockets, donc des roues dentées avec des chaînes, quand les éléments peuvent être assez éloignés. Donc, ça peut être un élément à utiliser, donc des chaînes. Et ici, on voit une panoplie d'engrenages de différents types. Donc, vis sans fin, des engrenages, par exemple, hélicoïdaux, des engrenages à denture droite, etc., etc. Donc, ça, ce sont tous des éléments de transmission qui peuvent être utilisés, dans le fond, dans vos montages. Et je vais aller chercher, excusez-moi, un exemple d'une boîte de réduction. Cette boîte de réduction-là, comme c'est inscrit dessus, elle a un ratio, donc une réduction de 25 à 1. C'est-à-dire que si je fais tourner ici, à l'entrée, ma poulie, vous voyez qu'il va falloir que je fasse plusieurs tours, donc 25 tours complets de ma poulie pour que de l'autre côté, à la sortie, l'axe ici, sur lequel est montée ma roue dentée, en fasse seulement qu'un. Donc, le réducteur sert à ça, sert à réduire la vitesse et en même temps augmenter le couple disponible là, pour mon mécanisme. Donc, si j'essaie, encore une fois, d'aller expliquer, si je m'en viens sur ma feuille ici, si on vous demande de décrire votre mécanisme dans lequel se retrouvent des engrenages, bien, ça va être important cette fois-ci d'utiliser certains vocabulaires, comme ce mécanisme permet la transmission du mouvement de rotation, donc de ma vis sans fin vers ma roue dentée. Puis, elle permet aussi également une diminution de la vitesse. Donc, que ce soit un réducteur sous forme d'une boîte ici ou seulement les composantes toutes seules, bien, c'est très important de dire que ça va changer la vitesse, ça va la réduire. On peut même parler aussi de changement de direction de l'axe. Donc, j'ai un axe dans ce plan-là et à la sortie, j'aurai un axe à 90 degrés. Si jamais vous avez les engrenages sous la forme représentée ici, donc avec des dents droites, deux engrenages qui tournent ensemble, ce qui est important de constater, c'est qu'il y a une inversion du mouvement de rotation. Donc, si j'entraîne le petit engrenage ici, dans ce sens-là, bien évidemment, pour que ça fonctionne, il va falloir que le plus gros engrenage tourne dans le sens inverse pour que les dents tournent bien ensemble. Donc, quand vous allez décrire le mouvement, bien, vous allez parler d'une transmission du mouvement de rotation entre les roues dentées. Et évidemment, s'ils n'ont pas le même nombre de dents ou ils n'ont pas le même diamètre, bien, c'est que je vais avoir une diminution de vitesse. Donc, pour avoir une diminution de vitesse, il faut toujours que je prenne mon élément, si on l'appelle l'élément d'entrée ou le premier élément, vers mon élément de sortie. Si je passe d'un petit vers un grand, je vais réduire ma vitesse. Prenez l'analogie du vélo. Quand vous êtes au niveau du pédalier sur une petite guire versus sur la roue arrière une très grande, bien, ça ralentit beaucoup votre vitesse. Vous allez vraiment très tranquillement. Donc, on peut décrire ce mouvement-là. Comme vous voyez, tous les mécanismes que je parle dans cette page-là sont réversibles. Donc, le mouvement serait possible à partir, si mon entrée, c'était la grande roue,
ben, je pourrais entraîner la petite roue ou le petit pignon, et là, j'aurais une accélération de la vitesse à ce moment-là. Donc, c'est toujours une transmission du mouvement de rotation entre les roues dentées en inversant le sens de rotation, en diminuant la vitesse. Si vous avez le même genre d'engrenage, mais cette fois-ci sous la forme d'un pignon crémaillère, ben, cette fois-ci, on va avoir une transformation du mouvement. Donc, dépendamment lequel j'entraîne, si c'est mon pignon, ben, j'ai un phénomène de rotation qui va devenir par la suite, au niveau de la crémaillère, une translation. Donc, on voit le mécanisme permet la transformation du mouvement de rotation du pignon en un mouvement de translation de la crémaillère ou vice-versa. Finalement, si c'est plus approprié d'utiliser les deux éléments qu'on retrouve dans le bas ici, soit des poulies courroies ou des sprocket chains. Donc, les deux fonctionnent de façon similaire, c'est-à-dire que, encore une fois, si j'entraîne la petite poulie, ben, je vais entraîner par le fait même, je vais transmettre son mouvement de rotation à la grande, mais qu'est-ce qui est différent des engrenages ici, c'est que les deux vont rester dans le même sens. Il n'y a pas de changement de sens de rotation. Même chose ici pour mon petit sprocket, si j'entraîne le plus gros, ça tourne toujours dans le même sens, et si je passe d'un petit à un grand, j'ai une diminution de la vitesse. Donc, on voit que la transmission de mouvement d'une poulie à l'autre, il va y avoir encore là une diminution de vitesse. On conserve le même sens de rotation, qui peut être aussi utile dans notre mécanisme. Maintenant, pour terminer ma présentation comme telle, j'ai deux exemples où on va faire des calculs de ratio justement de vitesse. On va se servir de ces éléments de transmission ici pour faire des changements de vitesse et pouvoir réaliser notre mécanisme et aller aux bonnes vitesses. Donc, par exemple, je vais aller ouvrir je l'ai ouvert sur mon logiciel. Donc, peut-être que certains, vous l'avez vu en allant en usinage, notre petit drill bite qui est assez populaire. Donc, je l'ai dessiné en 3 dimensions pour qu'on voit bien là, les différentes composantes. Donc, tout se passe, si on veut, la motorisation se passe ici. Donc, si on essaie de comprendre comment ça fonctionne, bien, j'ai évidemment, quand j'actionne le levier au niveau des guidons, ça va faire tourner la drill. J'ai un axe ici qui va faire tourner la drill, qui va passer dans une réduction de vitesse, une première réduction, et je vais avoir une deuxième réduction ici avec mes sprocket chains. Donc, si j'ouvre l'image qui est ici, donc on voit qu'au niveau de l'axe de la drill, au bout, je vais avoir des engrenages. Par exemple, un 16 dents vers un 32 dents. Donc, on a dit, si on passe d'un petit à un grand, on va diminuer notre vitesse. Le calcul, comme vous voyez, est assez simple. Je prends l'élément à la sortie divisé par l'élément d'entrée. Donc, ça donne 32 sur 16 qui donne un ratio de 2. Donc, j'ai réduit déjà ma vitesse de 2 fois. Ensuite, l'axe va se transférer vers ici pour aller chercher mon premier sprocket qui a 18 dents, qui, grâce à la chaîne, va entraîner le sprocket qui est monté sur la roue. Donc, qui, celui-là, a 27 dents. Donc, encore une fois, je prends l'élément de sortie sur l'entrée, 27 sur 18, qui donne 1,5. Pour avoir mon ratio de réduction totale, bien, je multiplie dans le fond les deux que j'ai trouvés. Donc, c'est seulement 2 fois 1,5 qui va me donner un ratio de vitesse de 3. Ce qui veut dire concrètement que si ma drill, en l'actionnant avec ma petite poignée, je la faisais tourner à, par exemple, 300 tours par minute, ben, j'aurais une rotation de ma roue ici ou du pneu qui serait à 100 tours minute. Donc, j'aurais 3 fois plus de puissance de couple au niveau de mon pneu à l'arrière. Un autre exemple, je reviens à mon convoyeur que j'avais au tout début. Donc, si je m'approche ici des éléments qui vont motoriser,
Souvent en industrie, comment on fait pour aller chercher des vitesses raisonnables? Je dis raisonnables parce que souvent les moteurs électriques vont tourner très rapidement. Comme un petit moteur ici électrique pourrait tourner à 1800 tours par minute, qui est sa vitesse nominale. Donc moi, évidemment, sur mon convoyeur, je veux que ça aille à une certaine vitesse que je vais calculer, qui n'est pas très, très grande. Donc, j'ai besoin de réduire de beaucoup la vitesse et gagner aussi, comme on disait, gagner au niveau du couple et de la force pour déplacer les objets. Donc, la première réduction qu'on voit souvent, quand ça tourne vite, directement sur le moteur, ben, on va placer des poulies courroies pour faire une première réduction. Souvent, si on a besoin d'une grande réduction, ben, on va placer, comme on disait tout à l'heure, une boîte de réduction, un réducteur de vitesse qui va nous donner un gros ratio. Et si on a besoin encore de plus de réduction pour faire entraîner notre rouleau et notre courroie, ben, on pourrait se servir de sprocket et de chaîne pour aller chercher une vitesse encore plus basse. Donc, si je reviens sur mon exemple ici pour mettre des chiffres, si, comme on disait tout à l'heure, je tourne à 1800 tours sur mon moteur, je vais réduire, par exemple, grâce aux poulies, la vitesse une première fois. Si je vais faire le calcul dans la calculatrice ici, je vais dire c'est l'élément de sortie 11.3 sur 7.5. Donc, j'ai environ une réduction d'une fois et demie pour ce qui est de la poulie. Au niveau de mon réducteur de vitesse, comme c'est indiqué, j'ai des engrenages à l'intérieur. Ça pourrait être la vis sans fin avec la roue dentée qu'on voyait tout à l'heure, avec mon ratio de vitesse de 25. Donc, ça veut dire que je vais multiplier ma réponse par 25, celle de tantôt, 1.5 fois 25. Je suis rendu à 37,6 fois plus lent que sur mon moteur au niveau de l'axe de sortie du réducteur. Et il me reste encore une fois le dernier ratio de réduction. Je passe d'une 21 dents à une 32, donc je réduis encore ma vitesse. À ce moment-là, je vais multiplier par 32 divisé par 21. Et j'obtiens mon ratio de réduction totale. Donc, entre la vitesse de départ, qui serait par exemple 1800, et ma vitesse à la fin qui va entraîner mon rouleau, donc ma courroie, j'ai une réduction de 57,4 environ. Donc, imaginez que mon moteur était à 1800 tours, je le divise par 57,4. Donc, j'aurais une vitesse de mon rouleau d'entraînement de mon convoyeur qui serait aux alentours de 31 tours par minute. Donc, vous voyez que c'est une très grande réduction et à ce moment-là, ben, je pourrais en bénéficier pour avoir beaucoup de couple et la bonne vitesse, c'est ça qui est l'élément le plus intéressant ici, le plus important, avoir la bonne vitesse et avoir de la force pour transporter mes différents objets sur le convoyeur. Donc, ça fait le tour des différents exemples que je voulais voir avec vous. En conclusion, je vais faire un rappel des choses importantes. Donc, les éléments, vous devez être capable, dans le fond, d'identifier les 4 caractéristiques des liaisons là, entre les pièces mécaniques dans un système quelconque, un mécanisme, comme on a vu tout à l'heure. Vous devez être capable aussi d'expliquer. Donc, est-ce qu'on aura dans votre mécanisme des transformations de mouvement? Par exemple, de rotation vers une translation. Est-ce que ça va être, si j'ai des éléments de transmission, est-ce qu'il va y avoir une transmission de mouvement de rotation vers une autre? Est-ce qu'il y aura un changement de sens, comme on a vu dans le cas des engrenages? Est-ce qu'il y aura un changement de direction de l'axe de rotation? Est-ce qu'on va avoir, comme on vient de calculer ici, une diminution de vitesse? Parfois même, si on tourne dans l'autre sens, une augmentation. Et il faut être capable de dire aussi, pour les différents mécanismes, est-ce qu'ils sont réversibles ou irréversibles. Donc, ça conclut ma petite démonstration avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider dans votre cours de technologie et à votre examen final. Je vous remercie.